Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodigi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Chers amis auditeurs, auditrices, fidèles de Diaspora FM, merci d'être avec nous une fois encore. On se suggère à vous, notamment dans ce débat, cette émission à laquelle vous êtes accrochés toutes les fins de semaine. On est vendredi et déjà, les confrères sont en studio. Ishola Diguin, bonjour. Bonjour mon cher Peggy Ludovic Dagba, je salue les auditeurs et auditrices de la radio Diaspora et je n'oublie pas les internautes qui nous suivent grâce à la magie du net, de l'internet. C'est un plaisir renouvelé d'être là pour parler de l'actualité, décortiquer, partager, n'est-ce pas, notre grille de lecture avec les auditeurs et auditrices de la radio. Dites-moi, au niveau du groupe Providential News, comment ça s'est passé cette semaine? C'était de tout repos? Bon, comme à l'accoutumée, c'était de tout repos. Nous essayons de jouer notre rôle. On va chercher les informations, les recueillir. L'actualité était fournie? Bon, oui, on peut pas dire. Avec les élections à l'Arac, tout naturellement. Les résultats qui sont tombés. Oui, je crois que nous allons y revenir durant l'émission. Et donc, on va suffisamment en parler pour édifier, n'est-ce pas, les auditeurs par rapport à ça. D'accord. En face de vous, Emmanuel Tambéré, bonjour. Bonjour, monsieur Peggy. Vous êtes activiste, vous, et donc sur les réseaux sociaux, ça jase, hein, ça a beaucoup parlé. Dites-nous, quels ont été les sujets favoris dont vous avez quand même eu à lire, à décortiquer, à commenter? Oh oui, je crois que cette semaine, c'était beaucoup plus la victoire des Guépards qui nous a fait beaucoup plus réagir sur la toile. En tout cas, il y avait beaucoup à dire. On était heureux, on a fêté à notre manière. Comme les Ivoiriens le disent, on a un peu supprimé l'humilité. Yeah. Il se faisait tard quand même, hein, une victoire des écureuils, des guépards, hein, parce que on ne parle plus d'écureuils, on parle de guépards maintenant. C'était vraiment attendu, hein, de haute lutte par les internautes, par les férus du football béninois. Bien sûr, encore que le nouvel entraîneur, depuis qu'il était là, il avait déjà 11 matchs sans victoire. Vraiment, c'est bienvenu. Et en plus, la dernière victoire, c'est avec qui? C'est avec le Nigeria. Donc, une première. Voilà, nous étions contents. On va y revenir, mais on a quand même une chaude information qu'on a sous la main depuis, je crois, mercredi, où le dossier Bénin-Niger a connu encore une autre escalade, mais cette fois-ci en terre nigérienne, une attaque où le Niger a perdu 6 personnes, je crois. Qu'en est-il exactement? Oui, nous avions appris que le Niger a perdu du moins 6 de ses soldats et un otage. Ils ont gardé un. Et donc, c'est pas ce qu'ils réclamaient. Mais, ce sont des soldats qui suivaient le pipeline sur le territoire nigérien. Voilà, donc, ça veut dire qu'il y a mieux à faire que de se battre, hein, de se tirer sur d'autres choses. On a un ennemi commun sur lequel il faut se concentrer. Unir nos forces pour l'affaiblir, si possible l'anéantir complètement. Si on prend toute cette énergie-là encore pour continuer toujours par traîner sur des choses qui font mal au peuple, qui font mal à la population, pour des égos, je pense que quelque part ce n'est pas l'idéal. À chaque fois, la vraie sonnette vient nous interpeller pour dire non, voilà, là il faut concentrer les efforts. C'est ici qu'il faut concentrer les efforts. Je pense que les efforts doivent être conjugués pour finir avec cette affaire de terrorisme, cette affaire d'attaque à nos frontières. J'espère que les différents chefs d'État sont en train de prendre conscience. La semaine passée, c'était le Bénin. Il y avait 7 qui sont partis. Cette semaine, c'est le Niger. Ils sont 6. Je pense que c'est 7-7, hein, parce que là, on n'a pas encore la 7e personne. Donc,
c'est un message fort qu'il faut vraiment que nous souhaitons que les chefs de l'État à divers niveaux soient quand même attentifs, qu'ils prennent de la hauteur sur certaines choses, sur certaines considérations, sur d'autres pressions, sur les intérêts des personnels ou des intérêts des forces. En tout cas, qu'ils entrent en eux-mêmes et qu'ils pensent à la population, qu'ils pensent à la sécurité. Ouais. Chola Djigan, quelle réflexion vous suggère cette énième attaque en termes nigériennes? On a suivi à l'instar de nos compatriotes cette information, à savoir que une patrouille qui suivait, n'est-ce pas, le pipeline du côté de Dosso, à Gaïa là-bas, aurait été, n'est-ce pas, pris pour cible. Et au finish, 6 soldats auraient perdu la vie et il y a un otage. Et on ne sait pas encore si sa situation jusqu'à présent. Mais au-delà de cet aspect, il faut dire que c'est bien triste ce qui se passe. La crise qui, de jour en jour, prend des proportions un peu inquiétantes et qui est exacerbée par un certain nombre de considérations, en l'occurrence celle néocolonialiste, impérialiste, souverainiste, tout ce que vous voulez, et que cela en arrive jusqu'à ce point-là, c'est un peu dommage. Vous savez, le Bénin et le Niger sont deux peuples indivisibles. On ne peut quand même pas se cramponner ou être à même ou être, j'allais dire, se fier à un certain nombre de situations, à un certain nombre de considérations, à une salve de réalité pour en arriver jusqu'à ce niveau. Parce que au-delà des dirigeants que nous voyons au sommet, les vrais, ceux qui, j'allais dire, payent le prix fort, ce sont les populations à la base. C'est ma grand-maman du village. C'est ma tante qui est de l'autre côté. C'est mon petit frère. C'est mon cousin peut-être qui est à l'université là-bas. Donc, ce sont autant d'éléments que les chefs d'État qui aujourd'hui sont au cœur de cette crise, je pèse bien mes mots, c'est les chefs d'État qui sont au cœur de cette crise doivent pouvoir voir pour baisser la garde, lâcher du lest pour en arriver à un modus vivendi. Oui, mais quand vous dites c'est eux qui sont au cœur de la crise, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est Tiani et Patrice Talon, le général Tiani. C'est les deux noms. Le terrorisme n'est pas de leur fait. Ici, c'est le terrorisme qui est en train d'opérer et qui s'importe sur nos côtes. Oui, écoutez, je crois que mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, il faudrait que nous fassions front commun contre le terrorisme. L'ennemi à abattre. L'ennemi commun aujourd'hui, qui aujourd'hui s'assimile à un serpent de mer, a priori, mérite, n'est-ce pas, une lutte commune pour être abattu. Mais est-ce qu'on peut déjà pas s'interroger sur, comment dirais-je, la proximité ou la coïncidence du moment où, il n'y a pas si longtemps, il y a pratiquement une ou 2 semaines que le Bénin a connu la mésaventure avec ces soldats qui sont tués. Et dans la même période, c'est la même chose au Niger. Et beaucoup plus maintenant, ce qui est pernicieux, c'est sur la zone c'est dans la zone du pipeline où cette patrouille-là faisait la sécurité. C'est bien dommage qu'on en est arrivé là, alors que on aurait pu l'éviter. Voilà une situation qui a aujourd'hui ouvert la porte à des djihadistes pour qu'on en arrive à des pertes aussi lourdes. Mais les djihadistes étaient là bien avant. Ils étaient là. Mais est-ce que ces djihadistes parlaient du pipeline? N'avaient aucun intérêt par rapport au pipeline. Mais aujourd'hui, voilà qu'il y a crise. On en a arrêté ici, on dit, bon, les gens se sont introduits frauduleusement et on les a pris. On va y revenir. Voilà autant d'éléments qui font exacerber les crises. Donc, alors que, bon, on n'a pas intérêt à en arriver là. Ma question, est-ce que c'est pas le moment pour les deux chefs d'État, quand même, de s'entendre?
et au besoin aller avec les pays de l'AES. Je veux parler du Niger, je veux parler du Mali, du Burkina Faso, pour que ensemble, avec le Togo, on puisse quand même trouver une solution pour contrer, pour traquer et le vaincre, ce mal-là, quel qu'est le terrorisme sur nos côtes. Ishola Diga. Mais est-ce que ces pays ont intérêt à se mettre ensemble? Vous voyez, ils sont tous frappés par l'ennemi commun. Et donc, en principe, ils devaient se mettre ensemble pour faire front commun et lutter efficacement contre les terroristes. Mais voilà que chaque pays défend ses intérêts. Il y a les chefs d'État qui ont l'habitude de dire que les pays africains, c'est difficilement qu'ils se mettent ensemble parce que chacun est jaloux de sa souveraineté. Et c'est cette affaire de souveraineté qui amène aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'exacerbation de la crise, d'accord, entre le Niger et le Bénin. Aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin de cette crise? Non. Écoutez, il faut que, comme vous l'avez souhaité tout à l'heure, que les chefs d'État puissent transcender leur ego pour que cette crise, qu'on trouve une solution, même si c'est à l'amiable. Parce que aujourd'hui, je vois que le Bénin fait assez de concessions, mais de l'autre côté, la junte est restée hermétique. Elle est restée impermissible à toute négociation et renvoie à chaque fois la balle à la Chine. Voilà, la Chine est partenaire stratégique du Niger. Elle est également partenaire stratégique du Bénin. Vous savez tout ce que la Chine fait aujourd'hui en matière d'infrastructure. Vous savez tout ce qu'elle apporte aujourd'hui en termes d'apport à l'amorce du développement que nous avons connu dans notre pays grâce à la volonté du chef de l'État, Patrice Talon. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne vois pas deux personnes. Seule la Chine peut régler cette affaire. Seule la Chine peut... C'est vrai que récemment, oui, en attendant d'aller sur la crise vraiment entre le Bénin et le Niger, restons accrochés un peu au terrorisme qui malmène les deux pays. Monsieur Tembere, comment voyez-vous le front commun, la possibilité d'un front commun entre le Bénin et le Niger pour contrer ce mal? C'est ce qui devrait normalement se faire. Ouais, c'est quand même triste que les gens sont restés dans les 4 murs à Berlin, qu'ils ont divisé l'Afrique et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dépasser cette division-là. Et nous-mêmes, nous participons à cette division-là. Renforcer cette division-là. Et aujourd'hui, on est incapable de nous mettre ensemble pour un ennemi commun. C'est triste. C'est-à-dire que le Niger, les djihadistes peuvent aller attaquer le Niger et puis venir se cacher au Bénin. Pendant que les Bénins sont en train de croiser les bras et les regardent, ils finissent, ils frappent le Bénin, ils vont se cacher au Niger. Et on est là, on dit que c'est parce qu'on n'est pas... C'est quand même... Il faut quand même qu'on dépasse ce niveau. Il faut quand même qu'à un moment donné, que la règle qui est connue, que l'Africain est le mal, c'est l'Africain même qui est le mal de l'Afrique, qu'à un moment donné, qu'on dépasse ça. Je pense que oui, il faut, c'est une nécessité. D'abord, c'est la seule solution. Autant que nous ne serons pas capables de nous entendre, le Bénin, le Niger, le Burkina, le Mali, tous les pays frontaliers avec lesquels, dans lesquels le djihadisme est en train d'agir, tant que ces pays-là ne peuvent pas se mettre ensemble pour former vraiment une attaque commune contre ce djihadisme, mais les gars vont toujours résister, ils vont toujours régner, ils vont toujours attaquer, ils vont toujours faire du mal. Ils sont même proches. Ce mal est très profond. Sachez que parfois même il y a des insoupçonnables qui sont dedans. C'est-à-dire qui ont des informations que même parfois on pense être secrets. Donc c'est dire que ils sont là, ils savent quand ça ne va pas dans les deux sens, ils disent bon alors là c'est très froid, allons ici. Et ils le font. Alors là c'est comme on ne va pas s'en sortir tant que on ne va pas s'entendre. Au moins le Bénin, le Burkina, le Niger, le Togo sur ce mal-là.
acceptons de nous asseoir, discuter et finissons avec ce mal. Chacun fournit des efforts de son côté. Ça, c'est louable. Les efforts de chaque côté sont louables. Regardez ce que le Burkina est en train de faire. Et regardez ce que le Bénin aussi est en train de faire. Le Bénin, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les parcs, il y a vraiment une présence énorme. Mais vous ne pouvez pas... Quand il y a frappe, et vous essayez de voir les circonstances de la frappe, vous dites quand même que même ceux-là, il y a des informations qui circulent. Ceux du Bénin qu'on a pris, ils étaient 7. Ils n'ont même pas eu le temps, je vous assure, ils n'ont même pas eu le temps de toucher se défendre. Âme. Ils n'ont même pas eu le temps de toucher à leur âme. Ils n'ont même pas eu le temps de toucher à leur âme. Mais est-ce que ça, c'est pas bizarre? C'est ça. Comment des forces de l'ordre qui sont en patrouille peuvent tomber comme ça dans un piège et ils n'ont même pas eu le temps. C'est quoi? Est-ce que comment dire, la communication fonctionne? Est-ce que le renseignement fonctionne à ce niveau-là? Je dirais que c'est les infiltrés qui sont plus performants que les renseignements. C'est ce que je vais dire. Mais comment ça se fait? Parce que, sinon, c'est quand même l'État. Ils sont sur un terrain de bataille. Donc ça veut dire que le déplacement, on est prêt. Mais les gars savent quand même savoir quand ils s'endorment un peu, quand ils se refroidissent un peu, quand ils oublient que quand ça se calme un peu, ils savent quand même, ils savent le moment, ils ont toujours le moment juste pour attaquer. Ils ont toujours le moment juste pour attaquer. Et ça, et vous imaginez que pendant que les autres sont en train de tirer, il n'y a même pas eu de renfort, il n'y a même pas eu ça veut dire qu'ils ont fini, ils sont partis, ils ont pris les armes, ils sont partis sans que... Il y a un problème. La base ne soit alertée. C'est ça. Il y a un problème. Il y a un problème d'organisation. Il y a un problème il y a plusieurs problèmes. Et je répète, tout ça là se passe au niveau des frontières, dans les parcs. Donc ça veut dire que quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs. Voilà que vous n'avez pas le droit d'aller dans l'autre pays. Eux, ils traversent. Eux, ils traversent. L'ennemi est roi. L'ennemi est roi. Il va où il veut. Donc, tant que les pays, au-delà des intérêts personnels, au-delà des intérêts, acceptons qu'on utilise toujours ce mot, égoïste, ne vont pas se mettre ensemble pour le vrai combat, on sera toujours là à traîner sur... Et les Blancs sont là à se moquer de nous. Hein. Ils sont heureux dans leur bureau, ils disent regardez-les. On va faire ça là. Et puis voilà, c'est ce que ça va donner. Ils font ça et ça donne le même résultat. Pourquoi? Mais on est quand même patriotes, non? On est quand même, on s'était engagé quand même pour... Au-delà du patriotisme, on a quand même des stratèges au sein de l'armée qui savent prévoir ce genre de choses, non? Non, écoutez, en matière de terrorisme, les militaires savent très bien la cargaison d'officiers que nous avons de part et d'autre sur le continent, savent très bien ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Ce n'est pas prendre les avions, aller bombarder pour tuer les innocents, les populations civiles innocentes là. Ce n'est pas ça qui va lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas aller chercher les armes les plus sophistiquées en Russie pour venir tuer les populations, soit disant que nous sommes en train de mener une guerre contre le terrorisme. Ça n'est pas là, c'est bien loin de là. Je ne suis pas un stratège en matière je ne sais quoi, je ne suis pas un consultant en matière de stratégie militaire. D'accord? Et donc, les militaires savent très bien ce qu'ils doivent faire pour arriver à bout du terrorisme. Mais pourquoi ils n'y arrivent jamais? Mais à notre niveau, nous ne savons pas pourquoi ça se passe ainsi. Parce qu'à tout moment, les terroristes changent de stratégie. Aujourd'hui, ils agissent sur moto. Ils opèrent à bord des motos aujourd'hui. Avant, c'était des terrains minés, voilà, des voitures, des embuscades, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est à moto qu'ils opèrent. Et ils savent très bien. Et donc, à ce niveau-là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est les échanges de renseignements qui ne fonctionnent pas entre les États. Nous ne sommes pas militaires, mais nous savons. Est-ce que le Bénin cacherait, par exemple, des informations au Niger? Mais voilà qu'il y a crise. Et vice-versa. Voilà qu'il y a crise entre le Bénin et le Niger. Voilà, comment voulez-vous qu'il y ait ça frappe le Bénin et ça finit par frapper le Niger aussi. Tant que ce serait ainsi, les djihadistes auront toujours la force pour tuer et Béninois et Nigériens. Et M. Tambéré l'a dit tout à l'heure. Comment on peut comprendre que l'ennemi puisse passer du Bénin au Niger
Alors que la mer régulière béninoise ne peut pas faire la même chose. Voilà. Et vice-versa. Voilà. Hier, c'était le no man's land entre le Bénin et le Burkina Faso qui était exploité par les terroristes. Dès qu'ils frappent de l'autre côté, ils viennent se réfugier au Bénin. Parce que le Bénin ne pipait mot, il y avait cette stabilité-là, il n'y avait pas cette considération souverainiste de néocolonialisme et autres, et le sentiment anti-français, tout ça, il n'y avait pas ça par le passé. Et donc, ils venaient se réfugier du côté béninois. D'accord? Mais aujourd'hui que la donne a changé, le contexte a changé, écoutez, ils frappent des deux côtés. Ils finissent ici, ils vont là-bas. Voilà que les gens de l'autre côté n'ont pas les renseignements qu'il faut pour les attendre de l'autre côté. Voyez-vous, au même moment. Et donc, quand ils finissent, ils vont là-bas. Et quand ils vont là-bas, ils restent là-bas, là, ils frappent encore. Ils cherchent l'occasion pour frapper là-bas. Et rapidement, ils reviennent encore ici. Donc, s'il y avait échange de renseignements et que ça fonctionne très bien, pendant qu'ils ont fini de frapper ici, hein, et qu'ils allaient de l'autre côté là, les autres allaient les attendre là-bas, voilà, et ils tombent dedans. Voilà. Et comme ça, là, on les anéantit. Petit à petit, on allait, n'est-ce pas, finir avec ça. Donc ici, il y a une nécessité qu'il y ait une bonne coopération entre les États. Oui, la coopération militaire doit dépasser les considérations de souverainisme, si je puis m'exprimer ainsi, d'impérialisme et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tant que ce ne serait pas ainsi, mais au niveau de la CEDEAO, par exemple, le Bénin, le Niger se lève et dit « je sors de la CEDEAO ». Le Mali, je sors de la CEDEAO. Le Burkina, pareil. Oh, ils ont pris des engagements en faisant les coups d'État. On dit, nous là, donnez-nous 3 mois et nous allons en finir avec le terrorisme. Aujourd'hui, en sommes nous. Est-ce qu'ils ont pu finir avec le terrorisme? Le Burkina agit. Est-ce que vous leur avez donné les 3 mois? Mais, écoutez, je ne suis pas burkinabé, hein, encore moins nigérien. Il appartient aux populations de faire le bilan là-bas. D'accord? Et vous savez tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on ne va pas faire de l'ingérence. Ils n'ont qu'à gérer leur affaire là-bas. Trouver les solutions qu'il faut. C'est à la population, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités pour que les dirigeants puissent aller, n'est-ce pas, dans la direction de leurs aspirations. Et tant que les renseignements, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la CEDEAO, par exemple, ces pays-là, voilà qu'ils ont rompu les amarres avec la CEDEAO. Comment vous voulez qu'il y ait échange de renseignements, par exemple? Comment vous voulez que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, de cette façon-là, on est obligé d'aller en rang dispersé. Et tant que ce serait ainsi, les terroristes auront toujours le dessus. Ils vont continuer par frapper. Et bientôt, quand les militaires, n'est-ce pas, nos forces armées vont commencer par trouver, n'est-ce pas, la formule qu'il faut pour aller contre cette stratégie d'agir en moto des terroristes. Vous verrez, ils vont encore changer de stratégie. Bien sûr. C'est des gens qui réfléchissent. Attention, 1000 à l'heure. Ah oui, tu es là. Attention. Ils réfléchissent. Et ils ont beaucoup de cadres. Parce que parmi eux, il y a des officiers, ceux qui ont fait défection dans les armées régulières là, qui les rejoignent. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a un problème. Donc, il y a cette faille-là aussi. Oui, le mal est congénital en réalité. Donc, tant qu'on ne va pas rester ensemble pour lutter, faire front commun contre le terrorisme, on n'y parviendra jamais. Voilà, nécessité pour lutter contre l'ennemi commun. Il faut la nécessité d'être ensemble. Malheureusement, le Togo, je dis le Togo, le Bénin et le Niger s'opposent. Et c'est par rapport au pipeline où on a eu cette semaine quand même des agents, le procureur spécial Paul Lacrayette intervenus pour annoncer qu'il y a 5 agents du CNSP, 5 agents du Niger, dont 2 du CNSP, au service du CNSP, auraient pénétré frauduleusement dans les périmètres de la plateforme pétrolière du Niger, du pipeline ici au Bénin. Oui, c'est justement le triste constat que nous continuons toujours par faire quand on pense que nous évoluons vers une solution et un autre problème plus grand vient surgir. Nous avions tous entendu cela et je pense que la situation est entre les mains de la justice. Ils sont toujours dans les enquêtes. C'est triste. Tout à l'heure, M. Ichola le disait. Vous savez, je vais juste donner un petit exemple. Pour le parc de la Pangari, par exemple, quand on a installé African Park, il y avait les populations qui sont dans les alentours à l'effet de braconnage dans les parcs. Mais c'est avec les drones qu'on a maîtrisé cela.
même chez eux, on allait les chercher parce qu'ils sont allés, on les a vus, on allait les chercher. Ça veut dire qu'il y a possibilité de bien surveiller les parcs. Ça veut dire qu'il y a possibilité de bien surveiller cette forêt-là. Mais malheureusement, si jamais une drone quitte le Bénin pour entrer dans le territoire nigérien, c'est ce qui vient de se passer là encore qui va se passer. Ça veut dire qu'on va dire, il y a une frustration. Ils sont venus chercher des informations chez nous. Bon, déjà même le seul argument que le Niger a brandi jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des bases militaires françaises qui sont au Bénin. Et qu'une attaque pourrait toujours venir du Bénin. Imaginez maintenant que on est en train de suivre les djihadistes qui sont arrêtés et que bon, ils ont poursuivi qu'on appelle la poursuite avec, on va dire, ils sont déjà rentrés dans le pays. Et c'est ce que les gens, c'est malheureux. Ce qui veut dire que à chaque fois que les gars atteignent la frontière, la surveillance béninoise doit pouvoir s'arrêter. Alors que, et il n'y a même pas un relais pour dire, bon, voilà, il y a telle situation, prenez, continuez. Ça ne va pas évoluer. Nous sommes aujourd'hui encore avec 5 personnes gardées ici, Nigériens, des Nigériens qui sont Bénin, qui sont gardés. Bon, personnellement, moi, j'ai quand même, je ne pense pas que c'était la solution. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai toujours souhaité que, pour éviter beaucoup de choses, à la rigueur, bon, moi, j'aurais souhaité qu'on les expulse, qu'on les amène, qu'on les retourne là où ils ont quitté. Parce que nous sommes déjà, on a trop de problèmes. Actuellement, il y a trop de problèmes. Il n'y a pas de solution qui s'annonce. Quand on rentre dans les emprisonnements, d'ici là, même les gens peuvent même venir au Bénin, ou bien guetter un Béninois quelque part et le jeter aussi en prison et commencer par le maltraiter là-bas. Et c'est quoi? Comme on l'a dit depuis que ces éléphants-là sont en train de se battre, ceux qui en souffrent, ce sont les zèbres, ce sont la population. Il faut qu'on aille vers des solutions. La junte nigérienne, vraiment, elle n'a fait aucune concession jusqu'à ce jour. C'est-à-dire qu'ils sont restés figés sur leur position. On ne refuse pas que pour des raisons sécuritaires que vous soyez, peut-être que vous prenez vos mesures. Mais pour les relations entre des États, il est important que les gens fassent au moins des compromis. C'est important. Et arrêter de renforcer encore les suspicions. Parce que là, on attend de voir ce que l'enquête va donner, les informations qui vont sortir de l'enquête. Mais imaginez que, effectivement, il y avait des espions. Imaginez que des gens sont peut-être même venus, peut-être même pour créer un sabotage. Ça, c'est comme une bombe, hein. Mmh. Quand on installe des trucs comme ça, c'est comme une bombe. Imaginez que une situation, ça pète là, juste parce que, voilà, et puis ça s'éclate. La zone peut même devenir invivable. Mmh. Donc, il y a tellement de situations sur lesquelles on veut pas aller là-bas. On veut pas même que nos pensées nous envoient vers là-bas. Ce que nous voulons, au nom de la population, ce que la population souhaite à l'heure là, c'est que une solution soit trouvée et qu'on arrête de nous sortir chaque jour des problèmes. Qu'on arrête chaque jour de nous envoyer des balles. Parce que là, ça ne change rien. Bon, j'ai même appris que les avocats de ces 5 personnes, c'est des avocats béninois. Mmh. Donc ça veut dire que c'est des Béninois qui veulent les défendre. Quelque part, la fraternité est toujours là. Si vous avez un problème au Bénin, que c'est les Béninois qui vous défendent, ça veut dire que la fraternité est toujours là. Mais ils n'ont pas le choix. Mais si les Béninois aussi pouvaient refuser de le faire. Et là, ils n'auraient encore aucun choix même de se défendre. Donc, là, ce sera le Bénin qui sera accusé de violation des droits de l'homme, parce que vous ne pouvez pas, poursuivre quelqu'un sans avocat. Moi, c'est pourquoi, pour faire court, je souhaite qu'on les retourne là où ils ont quitté. Oui, on a comme le collier, de la même façon que le collier est venu, de la même façon que le collier retourne, qu'on essaie de trouver des solutions. Arrêtons Le Niger avait donné un ultimatum. Je crois que c'était jusqu'au mardi. Mardi dernier, il fallait libérer ceux qui ont été arrêtés, mais tel n'a pas été le cas et le Niger a coupé. Et aujourd'hui, le contrat autour du pipeline n'est plus exécuté. Et sur la digue. C'est comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure. Vous voyez toute ma peine.
parce que c'est bien triste qu'on en soit arrivé là. C'est vrai, on a arrêté des citoyens nigériens qui se seraient introduits frauduleusement sur les installations ou sur l'environnement qui abrite le pipeline. Si je m'en tiens, c'est vrai que nous ne savons pas encore ce que le procureur va décider, la criette va décider. D'accord? Mais d'ici, on dit, soit mercredi ou jeudi, qui seront présentés. Donc, attendons de voir la décision, le verdict. Mais en attendant, si je m'en tiens... Le temps passe. Et voilà déjà le Niger qui a mis à exécution sa menace, qui est d'arrêter toute exécution autour du contrat, autour du pipeline. Écoutez, là aussi, je crois que c'est un mauvais paradigme, c'est une mauvaise idée. Parce que le Niger n'a pas autre solution aujourd'hui que le Bénin. La solution la moins coûteuse pour le Niger aujourd'hui, c'est le Bénin. Mais ils peuvent décider de payer. Payer où? D'engager de gros frais. Pour faire quoi? Pour toujours faire passer... Récemment, ils ont annoncé... Par un autre espace, il y a le Nigeria qui est là, qui logne depuis toujours cette affaire. Il y a aussi le Cameroun, il paraît. Cameroun-Tchad. Voilà. Je crois que dans une des émissions précédentes, je l'ai dit ici, ce sont des pistes qui par le passé avaient été explorées. D'analyse en analyse, d'accord, de confrontation des idées en confrontation des idées, d'échange entre les cadres qui sont chargés de le faire. On dit, nous choisissons, n'est-ce pas, le Bénin. La solution la moins coûteuse pour nous, c'est le Bénin. D'accord? Mais voilà qu'il y a des problèmes avec les autorités béninoises. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui a construit le pipeline, non? Nous savons tout ce que les investissements que la Chine a engloutis dans cette affaire. Le Bénin, non plus, n'a pas manqué de faire des sacrifices à ce niveau. Le Niger, pareil. Mais quel intérêt aurions-nous, les trois parties, n'est-ce pas, à entretenir la crise qui, de plus en plus, est exacerbée par des considérations que moi, je ne trouve pas importantes. Et donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin a suffisamment fait de concessions. C'est vrai, il faudrait que, lorsqu'on est au pouvoir, que nous apprenions, n'est-ce pas, à assumer nos choix. Le Niger va vous rétorquer que non, que vous n'en avez pas du tout fait. Et la preuve, c'est ce qui fait que la position se raidit à chaque fois. Mais la frontière, au niveau du Bénin, tout le monde sait, non? Et récemment, le chef de l'État a pris la décision de mettre embargo. Après ça a donné quoi? Le Bénin, le chef de l'État a reconsidéré sa position. Et le premier bateau a chargé. Cela a été inauguré ici, avec dans une liesse populaire, pratiquement. Est-ce que les Nigériens étaient là? En considérant, si, parce que finalement, eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait fausse route, qu'ils ont biaisé, n'est-ce pas, les démarches qu'il faut. Et finalement, c'est la douane nigérienne qui s'est, n'est-ce pas, qui a pris contact avec la douane béninoise. Et puis, la situation a été décantée à ce niveau. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas continuer dans le même sillage? Pourquoi on ne peut pas continuer dans la même démarche? Pourquoi on ne peut pas poursuivre dans cette lancée? Et de plus en plus, la crise prend une dimension inquiétante, exponentielle. Les 5 qui ont été retrouvés sur les lieux et qui ont été arrêtés, c'est peut-être ça qui a envenimé la situation. Là aussi, il y a mal donne. Comment imaginer qu'un État puisse, n'est-ce pas, envisager d'envoyer une délégation sur un autre territoire sans, n'est-ce pas, informer ou mener les démarches préalables qu'il faut, officielles bien sûr, les démarches officielles préalables qu'il faut. À quoi consistent ces démarches? Mais si les Nigériens, la junte notamment, et le général Tiani et sa bande soldatesque, s'ils avaient pris la peine, n'est-ce pas, de toucher l'État béninois. Mais comment? Nous avons les ministères des Affaires étrangères, non?
Pourquoi on ne peut pas prendre contact avec le ministère des Affaires étrangères du Bénin pour gérer la situation? Le Premier ministre pouvait quand même le faire, même en dehors du ministre des Affaires étrangères. Puisque c'est lui qui est aujourd'hui l'homme à tout faire et qui est au devant de la scène. Et c'est lui qu'on envoie partout. Et lui-même, il est content, il court partout. Et on lui fait dire des choses qui vont le rattraper demain. Mais comment on pouvait faire ça, non? Pourquoi le Niger n'a pas saisi l'État béninois? Dit, voilà, je vais envoyer une délégation. Hein. On ne fait pas ça. On fait établir, si je m'en tiens au propos du procureur, on fait établir des bails frauduleux à des citoyens nigériens qui viennent. Mais c'est dans quelle intention? Dites-moi. Ils sont mieux par quelle intention en réalité? Où est-ce que le général Tiani veut-il en venir avec cette crise? Récemment, quand il a appris qu'on a arrêté ces citoyens ici, il a donné un ultimatum. Et il menace même le Bénin. Et il dit qu'il va prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire libérer ces citoyens. Quelles sont ces dispositions? Il ne faut pas qu'ils sous-estiment le Bénin. Hein. C'est vrai qu'en tant qu'objecteur de conscience, en tant que journaliste, nous n'avons pas intérêt à faire en sorte que la crise s'envenime, que la crise soit exacerbée. Nous avons intérêt à éclairer, n'est-ce pas, les populations, à faire en sorte, à souhaiter que les chefs d'État puissent entendre raison, suivre les aspirations des populations. Parce qu'au niveau des populations, ça n'est pas ça. Et j'ai bien peur pour les compatriotes béninois qui sont au Niger. Parce que si la crise atteint un niveau donné, attention, on risque d'en venir là. Ça peut dépendre sur la population. Voilà. Et donc, c'est comme je l'ai dit, ceux qui sont en haut là-bas ne souffrent pas, c'est les basses couches. Et donc, cela pourrait, n'est-ce pas, être suffisante pour les déterminer à lâcher prise. Que ce soit du côté... C'est vrai qu'ici, il y a un effort qui est fait. Mais de l'autre côté, la junte est restée permissive à toute démarche de négociation. Et à chaque fois, ne fait que renvoyer la balle à la Chine. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la maille de manœuvre. La Chine ne fait rien pour l'instant. On n'entend plus la Chine. Oui, bon, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont dépassés par les événements? Comment ça va se passer? En réalité, quelle issue entrevoyez-vous à cette situation? Mais en réalité, vous savez, les questions d'ordre diplomatique ne se mettent pas sur la place publique. Hein. Nous ne savons pas tout ce que la Chine fait pour que la crise qui est dégèle, pour que les relations entre le Bénin et le Niger, à travers, n'est-ce pas, le peuple, soient rétablies. D'accord? Et donc, je suis convaincu, en tout cas à mon niveau, je suis convaincu que la Chine est en train d'entrevoir ou d'envisager des solutions. Je sais que récemment, elle a convoqué une réunion tripartite, d'accord, à l'issue de laquelle, malheureusement, les trois parties n'ont pas pu s'entendre. Et aujourd'hui, et voilà, ça continue. Donc, j'ai bien peur pour mes compatriotes qui sont de l'autre côté. Il faut que le général Tiani, depuis qu'il est là, moi je l'ai dit, depuis que cette affaire de coup d'État est arrivée, j'ai dit le général Tiani là, qui n'a aucune solution. Il n'est pas venu avec un plan bien donné. D'accord? En réalité, il n'a rien sous la main comme plan de développement de son pays. Parce que de plus en plus... Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous l'avez interrogé, par exemple? Mais comment ça se voit? C'est bien perceptible. Je n'ai pas besoin de l'interroger, mais je vois faire. On le voit faire des choses. Et aujourd'hui, tout porte à croire qu'il est beaucoup plus focalisé sur les problèmes que les solutions. Mais il propose quoi aux Nigériens, au peuple nigérien? Mais rien a priori. Mais vous n'êtes pas là-bas. Je ne suis pas là-bas, mais je vois quand même, je suis l'actualité. Je suis, et je change avec certains de mes confrères nigériens. Ça, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, il n'a rien sous la main qui puisse, n'est-ce pas, faire espérer la population nigérienne. Vous avez vu, ils ont manipulé la population, une partie de la société civile qui prend aujourd'hui fait et cause pour la junte au pouvoir. C'est suffisamment dangereux. Et aujourd'hui, on crie le nom du Bénin partout. Et c'est Talon partout. C'est lui qui a commis tous les péchés d'Israël. Et mais attention, voilà que le monsieur a fait assez de concessions. C'est de l'autre côté que ça ne marche pas. Les gens, même, ont eu tendance, tirant leçon, n'est-ce pas, de cette, j'allais dire, résilience de la junte au pouvoir au Niger, n'est-ce pas, à s'ouvrir à toute démarche consensuelle, était obligé même d'interpeller la CEDEAO.
Est-ce aujourd'hui, là, la CEDEAO, quelle possibilité à ce niveau? La CEDEAO a déjà fait, n'est-ce pas, a déjà laissé tomber cette décision. D'accord? Ils se sont réunis, c'est parti de salon. Encore qui s'est mis à l'œuvre pour que cela soit ainsi. Et donc, il a ce palmarès-là à son actif. S'il est, n'est-ce pas, un chef d'État qui s'est battu pour que la CEDEAO lève ses sanctions, c'est parti de talon. Et donc, quoi qu'on dise, le Bénin a suffisamment fait de concessions. C'est au niveau du Niger que ça ne marche pas. Et il faut que le général Tiani prenne la pleine mesure des souffrances que vivent ces populations, surtout les opérateurs économiques, que ce soit nigériens et béninois. En principe, ils doivent voir cela pour lâcher prise, aller vers la table de négociation. Parce que, la crise qui secoue les deux pays-là n'en a personne. Quand on prend le pipeline, tout ce que le Niger gagne, c'est plus que les dividendes que le Bénin en tire. D'accord? C'est plus que les redevances de transit que le Bénin en tire. Et donc, à ce niveau-là, cela était, n'est-ce pas, une raison suffisante. Oui, c'est déjà une raison suffisante pour que le général Tiani puisse accepter d'aller vers la table de négociation pour qu'on en finisse avec cette crise. Parce que, au-delà de tout, ce sont les populations, c'est les populations qui souffrent. Mais lui étant dans son enclave dorée en haut là-bas, là, dans son palais, mais il ne voit pas tout ça. Lui n'a pas ce problème. Encore moins lui, ni sa famille. Donc, aujourd'hui. Il a le terrorisme qui empêche son sommeil. Le terrorisme et voilà. Donc, voilà des urgences, des questions les plus urgentes à régler, plutôt que d'aller se focaliser ou se concentrer sur une question de fermeture de frontières pour faire n'importe quoi. Ah non, il faut qu'il entende raison. Ah oui. Et je souhaiterais aussi, surtout, que les opérateurs économiques nigériens, je sais qu'il y a une chanson qui circule. Oui, en featuring, il y a Nigérien, il y a Béninois dedans, il y a Aoussa, il y a Zerma, il y a Dendi, il y a Bariba, il y a tout le monde dedans. D'accord? Qui appelle les différents chefs d'État, n'est-ce pas, à aller vers la table de négociation pour qu'on en trouve une solution consensuelle et en finir une fois pour de bon avec ce problème. C'est déjà l'idéal, c'est déjà une bonne chose. Et à ce niveau, je souhaiterais la même chose au niveau des opérateurs économiques. Puisque ce sont eux qui payent aujourd'hui ou portent la folle enchère d'une situation dont ils ne sont pas auteurs. Et donc, cela était suffisant pour qu'ils restent ensemble. Et opérateurs économiques nigériens et opérateurs économiques béninois restent ensemble. Fassent un, n'est-ce pas, pour contraindre, s'il le faut, d'accord, les deux chefs d'État à aller à la table de négociation pour que la frontière, surtout, soit ouverte de l'autre côté du Niger. Donc, c'est très important. D'accord. Emmanuel Tembéry, pour votre solution, pour conclure ce dossier, comment voyez-vous, quelle issue entrevoyez-vous pour cette situation? Nous, on espère toujours que la Chine joue un grand rôle, comme le disait Mais voilà qu'on ne la voit pas, la Chine. Non, on ne peut pas dire qu'on le voit, on ne voit pas. Les actions même de la Chine, depuis le début, ont toujours été un peu discrètes. C'est vrai que pour certaines réunions, nous sommes informés et voilà, même avant que le premier bateau ne charge, il a fallu que la Chine intervienne pour que les choses se fassent et en un temps record en plus. Donc je pense qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un travail, parce qu'elle aussi, elle a investi de l'argent, au-delà de tout. Elle a beaucoup dépensé. C'est elle qui a dépensé, qui a supporté les charges. Et récemment, elle a envoyé près de 400 millions de dollars à la junte militaire pour que, bien sûr, le peuple pour que le premier chargement puisse avoir lieu. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire que il y a quand même un travail qui se fait. Et moi, je me dis quand même il y a peut-être même que la Chine aussi fait beaucoup de concessions, parce que là, si on a appris que le premier chargement a pris par la France avant peut-être de poursuivre son chemin, c'est pas pourquoi, mais bon, voilà, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas, même la Chine aussi accepte d'autres compromis, puisque c'est elle qui dépense, c'est elle qui a pris des charges. De toute façon, on ne saura pas tout. On ne saura pas tout. Il y a beaucoup de non-dits qui ne sortiront jamais. Mais ce qui est sûr, elle a un grand rôle à jouer. Et au-delà de tout, c'est nous, les chefs de l'État, qui ont les responsables, les premiers responsables, qui sont les premiers responsables de cette situation. Quand ça pète, quels sont les noms qui sortent toujours? Mais c'est le général,
C'est vrai que le général a mis devant son premier ministre, c'est lui qui parle tout le temps. Mais de toute façon, on parle toujours de lui. Et au Bénin, on parle du président de la République. Donc, je pense que les deux ont un grand rôle à jouer. Et nous, on constate également que le Bénin, quand même, voilà, essaie quand même de se plier. Le Bénin essaie d'accepter certaines conditions. On a même invité les gars à venir voir les positions. Moi, j'ai dit même que la base militaire dont on parle, bon, même si elle existait, venez et comment on va vous attaquer? Je ne sais pas. On sait quand même que au-delà de tout, c'est une raison qui a été avancée pour peut-être nous voiler beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais on ne va plus continuer toujours par nous dire que c'est parce que les Français sont là que on ne pouvez pas, et puis bon, et les gardistes qui frappent. Donc, il y a problème. Si vous avez peur de quelle frappe? Vous avez peur d'une frappe alors que vous subissez une autre frappe. Donc, alors que, au moins, en se mettant ensemble, on peut même déjà se battre contre la frappe qui existe. Donc, vous voyez, il y a quand même, comme le disait Ishola, je pense que on a l'impression que la junte militaire agit d'abord avant de voir les conséquences et tirer les leçons. Non, ce n'est pas un chef de l'État, n'agit pas de cette façon. Il faut être prêt, il faut anticiper. Il anticipe sur beaucoup de choses. Et je pense qu'on ne gouverne pas pour être un héros. Non, un chef de l'État, au-delà de tout, c'est un employé de l'État, c'est l'employé du peuple. Donc, il ne doit pas que il ne doit pas rester dans une peau où c'est lui seul qui décide, c'est sa volonté qui passe. Non, au-delà de tout, on va toujours vers le peuple. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? C'est ça. Il faut toujours se tourner vers le peuple. Le peuple a son mot à dire. Et c'est ça que le peuple a commencé par... Les deux peuples commencent par... On parle depuis. Et que chaque peuple... Ils en ont marre. Ils en ont marre. Non, ils en ont marre parce que comme on souffre, mais c'est eux, ils ne vont jamais manquer leur repas. Ils ne vont jamais manquer de la viande qu'il faut dans leur repas. Ils ne vont jamais manquer du dessert dans leur repas. Ils ne vont jamais manquer de l'oignon dans leur repas. Mais vous connaissez le prix de la tomate actuellement? C'est terrible. Une petite boule dépasse déjà 100 francs. Donc, tout ça, ça doit nous interpeller. La vie devient extrêmement chère. Beaucoup et tout le monde en souffre. Et je pense que les deux chefs d'État doivent pouvoir voir ça et au moins calmer les choses. De toute façon, ils commencent à se parler. C'est très important. Merci beaucoup. Je crois que oui. il y a nous avons bouclé. Je voudrais rapidement citer Henri Lacordaire qui a dit, d'accord, il faut savoir beaucoup pardonner lorsque vous gouvernez les hommes. D'accord, je parle à Tiani. Il faut que désormais qu'ils s'approprient, n'est-ce pas, cet enseignement de cet auteur pour tout laisser tomber et aller vers une solution consensuelle avec le Bénin. Saisir la main tendue du Bénin. Merci beaucoup. L'autre actualité qu'on ne devrait quand même pas laisser tomber, c'est bel et bien le gain de 2 matchs consécutifs par le Bénin, les Guépards, à qui quand même il faut tirer un coup de chapeau. C'est vrai que je ne veux pas penser comme ces autres Béninois qui disent que bon, quand on commence à trop parler des Guépards, on commence à les féliciter, ils attrapent la grosse tête et ils commencent à louper le coach. Mais ici, quand même, 2 victoires consécutives, 3e, 4e journée, je crois, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand même, il y a matière à se réjouir. Oui, nous sommes fiers, encore une fois, de porter ce maillot jaune et de brandir, de nous dire, nous sommes des Guépards. Oui, vous savez que parfois, c'est honteux de nous identifier à ce genre de choses. Autrefois, c'était des défaites, depuis la CAN de rêve, en Égypte. On a subi des coups terribles, cette déception sur déception. Donc, je pense que nous sommes très satisfaits de cette équipe qui se reconstruit. Et vous verrez quand même que le coach fait un travail intéressant, en impliquant beaucoup les locaux aussi, et qui apporte beaucoup à l'équipe nationale. Et une équipe aussi qui se rajeunit et qui, quand même, a conscience de ce qu'il attend. Et nous sommes fiers de ces 2 journées qui vraiment nous ont apporté de la joie.
Et on ne sait pas s'il faut continuer toujours pas à jouer nos matchs en Côte d'Ivoire. Mais c'était vraiment une terre c'est une terre bénie. C'est une terre bénie pour les guépards. Pour les guépards. On ne sait pas si nous a un problème, mais là quand même nous sommes fiers et nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont accompli et de ce que le terrain aussi a été favorable pour eux. L'environnement a été propice. Et bon, que vivement si cet environnement a joué un rôle, bon, que l'homologation de Kounou attende encore vivement. Oh là là, vous n'êtes pas apatride, que je sache. L'homologation de Kounou n'est pas pour demain, tel que ça se passe. Ah, mais pourquoi? Puisque pour une fois, ils ont délocalisé. Je sais que le ministère est à pied d'œuvre pour corriger ce qui ne va pas. Oui, je sais. Le ministre Dato, c'est comme ça on l'appelle, non? Aujourd'hui, c'est souvent compliqué. On ne connaît pas ce qu'on met là, puis ça change à tout moment, et puis on ne comprend rien. Apparemment, je vois qu'il est un peu chanceux, hein, parce qu'on vient d'enchaîner 2 victoires successives là. Cela laisse présager, n'est-ce pas? Oui, cela laisse présager d'une radieuse perspective pour l'équipe nationale de notre pays et ainsi que pour le football béninois. Et donc, je dis, pour une fois qu'on a délocalisé les matchs, cela nous a porté chance. Et je souhaiterais que ça continue ainsi parce que pour nous, son homologation n'est pas pour demain. Hein. Le stade a été déclassé et les gens savent pourquoi cela a été déclassé. Il appartient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le ministre serait à pied d'œuvre et donc il faut qu'il continue, qu'il se batte de toutes ses forces s'il veut continuer pour être chanceux, n'est-ce pas, continuer dans la même lancée, n'est-ce pas, qu'il se batte de toutes ses forces pour que l'homologation que vous souhaitez, n'est-ce pas, puisse arriver avant peut-être son départ ou avant la fin du mandat de Patrice Talon. Monsieur Tembéré disait tout à l'heure que je ne sais pas s'il faut continuer par jouer nos matchs à l'extérieur en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ici, sur le stade de l'Amitié de Coronneau, des choses se passent et empêcheraient vraiment la bénédiction de cette aire de jeu pour les guépards? Non, ils ne peuvent pas réaliser ces espoirs-là au pays. Je me souviens que le coach Gernot Rohr l'avait évoqué en filigrane. Il a parlé de Grigri. Tout à fait. Du beau national. Qu'il semblerait qu'il y ait de ces compatriotes, n'est-ce pas, qui tirent l'équipe en arrière, qui font du beau, n'est-ce pas, pour empêcher l'équipe d'aller de l'avant. Et donc, à Kounou, c'est vraiment ça. Donc, il aura raison. Et donc, Kounou a un terrain véritablement miné. Si je m'en tiens, n'est-ce pas, à ses propos. Donc, il en sait quelque chose, puisque lui, il connaît le terrain africain. Donc, il ne l'a pas dit de façon anodine. Et donc, il faut que... Donc, il a suspecté des choses. Oui, il faut que les matchs continuent d'être, en tout cas, jusqu'à présent, oui, pas seulement en Côte d'Ivoire, que les matchs continuent d'être délocalisés pour que nous puissions continuer par, n'est-ce pas, faire des prodiges, enchaîner des succès sur des succès. Je vais peut-être vous inconforter. Oui. Il paraît que les prochaines journées se joueront en mars 2025, alors que nous ne sommes que en juin 2024. Est-ce que, entre-temps, on n'aurait pas pu remettre les pendules à l'heure et le terrain béninois, le terrain du Stade de l'Amitié va reprendre ses grades? Non, écoutez, il appartient au gouvernement de prendre toutes les dispositions qu'il faut. Puisque eux-mêmes, ils sont africains, ils sont béninois. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour, n'est-ce pas, conjurer le mauvais sort. Et donc, par rapport à ça, il leur appartient de savoir ce qu'ils doivent faire. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, continuer par enregistrer des victoires, enchaîner davantage d'autres victoires pour que le football béninois renaisse de ses cendres. Je sais que Gernot Rohr est dans cette vision. Et donc, je l'encourage, n'est-ce pas, à aller dans la même lancée, à se battre davantage pour que, à la fin, le Bénin puisse le récompenser, lui soit, n'est-ce pas, lui témoigne toute sa gratitude, ainsi que le peuple béninois. Qu'il reste, n'est-ce pas, ce coach, indélébile dans nos subconscients, ce coach qui a pu relever un grand défi au niveau du football béninois.
Cela voudra-t-il dire quoi, Nicholas Diguin, que vous voyez déjà le Bénin, comment dire, à la Coupe du Monde 2026? Non, paraît-il que... Vous semblez oublier la carte de visite des autres équipes. Il y a quand même l'Afrique du Sud, il y a le Lesotho, c'est vrai qu'on vient d'avoir le Nigeria, mais... Non, je crois que le Bénin est dans une poule favorable. Et il faut que Gernot, en tout cas je sais, je suis persuadé que Gernot Rohr en a conscience. Et c'est par rapport à ça qu'il se bat, n'est-ce pas? Il trouve les ressources qu'il faut pour, n'est-ce pas, que le Bénin puisse être qualifié. Afin que cette liesse populaire que nous avons constatée par le passé, que nous avons observée par le passé, puisse, n'est-ce pas, revenir au sein de la population béninoise pour que désormais, qu'on ait la fierté, n'est-ce pas, de supporter les guépards. Aujourd'hui, tellement on a enchaîné les mauvaises, les échecs que beaucoup de compatriotes ont fini par, n'est-ce pas, être lassés, par être, à détourner leur regard du football béninois. Vous voyez tout ce qui se passe dans les cafétérias, non? Quand c'est Manchester, quand c'est je ne sais quoi, Real de Madrid, vous voyez toute la foule, toute la liesse populaire. Quand c'est Barça, voilà, quand c'est Barça. En tout cas, je ne suis pas un féru du football, je ne l'étais pas le passé, mais aujourd'hui, c'est pas évident. Et donc, vous voyez, toute cette liesse qu'on constate, toute cette effervescence humaine qu'on constate, que cela puisse revenir au niveau de notre équipe nationale. Et donc, par rapport, il faut que chacun joue sa partition. Que les Béninois, les compatriotes qui ont l'habitude de tirer sur les ficelles, de faire le beau dont on parle. De tirer l'équipe voilà. en arrière. Même s'il faut que le ministre recrute des biologues pour aller contre ceux-là, il le faut, en tout cas, ils le savent très bien. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour que le beau dont parle Gernot Rohr ne puisse pas prévaloir sur les victoires que nous pourrons, n'est-ce pas, enregistrer pour être qualifiés. D'accord. Emmanuel Tembéré. Oui, c'est quand même triste de souhaiter aujourd'hui que les matchs se jouent à l'extérieur. C'est déjà la conclusion, bien sûr. 30 secondes. Oui, donc je disais que c'était quand même triste de le souhaiter, mais bon, nous souhaitons plutôt que tout s'arrange et que les matchs se jouent au Bénin pour que le peuple béninois même soit sur le terrain pour pousser vraiment l'équipe à la victoire. Et je voudrais aussi vraiment déplorer quelque chose. Les gens se sont beaucoup attaqués à Saturnin Lagbé, l'ancien gardien, qui a pourtant été un homme clé dans l'évolution du Bénin à la CAN en Égypte, jusqu'à nous envoyer au mais entre-temps, il a enregistré des comptes performances. Mais c'est d'accord. Aujourd'hui, il est au banc et il ne se plaint pas. Il sort même, il fait des publications. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, il est là comme aujourd'hui, comme un cadre, comme un conseiller. Et il reconnaît son niveau, sa baisse de forme. Maintenant que... Il faut souhaiter qu'il soutienne vraiment le jeune Dandino. Bien sûr, je pense que c'est le cas. Et donc, que ce ne soit pas nous, encore que le poussons peut-être à haïr le gardien qui est là actuellement. Voilà, je tiens quand même à féliciter son fair play et à son patriotisme et à l'encourager à toujours continuer dans ce sens et à éviter à ne pas tomber dans le piège de ceux-là qui le poussent à bout. Voilà, chers auditeurs, vous le comprenez, nous avons des débatteurs rompus à la tâche. Il n'y a pas cette question, il n'y a pas ce thème qui leur fasse de l'ombrage. Et voilà des férus, encore de fins analystes en matière sportive. Et franchement, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'était fourni, on est passé, et bien sûr, des élections à la RAC au football, en passant par le Niger, le Bénin et tout le reste. Merci vraiment, merci à vous d'avoir été là. À vendredi prochain. Merci, à la prochaine. À bientôt. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.